Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'or consacrée évidemment cette semaine à la baisse de l'or puisque nous avons cassé la résistance basse du canal haussier dans lequel nous étions en train d'évoluer depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous allons attaquer de manière assez agressive, forte et en analysant un certain nombre de graphiques. Vous allez voir l'idée, ne paniquez pas, l'idée c'est de vous faire un petit voyage pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer sur le métal jaune et c'est assez passionnant. Et puis on mettra tout ça un petit peu en perspective parce que évidemment il se passe plein de choses et tout ça est très intéressant. Alors attaquons directement. Petit retour en arrière, il y a à peu près un mois. Vous avez le graphique qui s'affiche ici. Je vous le mettrai en incrustation après au montage. Vous avez le graphique du 9 juin. Vous voyez très bien, c'est la borne haute, la borne basse et ce canal. Et c'est tous ces graphiques-là que l'on a commentés tout au long de ces dernières semaines. Et puis on a regardé les évolutions et on disait, soit on va un jour en sortir à la hausse ou à la baisse. Vous allez voir que, évidemment, un mois après, on en est sorti, donc là c'est le même graphique mais au 7 juillet, donc au vendredi 7 juillet, et donc vous voyez que nous sommes très clairement sortis par le bas de ce canal haussier qui durait quasiment depuis l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, donc depuis décembre 2016, décembre de l'année dernière. Donc, on va dire presque 8 mois de hausse, 8 mois dans un canal haussier, et nous en sortons par le bas avec un cours de l'once d'or qui est à peu près de 1220 $ l'once au moment où je vous parle. Alors, évidemment, frémissement, stupeur, peur et tremblement, mais rassurez-vous, si on regarde les choses sur un horizon de temps plus large, c'est-à-dire sur le très long terme, 1995-2017, nous sommes toujours dans notre, souvenez-vous, nous regardions toujours notre drapeau, et on voit bien qu'on est dans cette figure en triangle, on va en sortir pareil, soit par le haut, soit par le bas. Donc ça, c'était il y a presque un mois, au 16 juin, et au 7 juillet, c'est-à-dire au moment où je fais cet enregistrement, nous sommes toujours dedans. Donc il n'y a pas pour le moment plus d'inquiétude que ça à avoir sur les cours de l'or à court terme. Et je dis à court terme parce que, évidemment, il y a bien une raison fondamentale qui explique, en tout cas à court terme, comme je vous le disais, la sortie par le bas de notre canal baissier. Et nous allons le voir. Alors, ça, c'est le graphique qui permet de suivre la valeur des obligations américaines à 30 ans. Alors c'est marrant, on a un canal, souvenez-vous, on va retourner à notre premier graphique pour voir le canal haussier dans lequel nous évoluons. Vous vous souvenez, on évoluait sur ce canal-là. Aujourd'hui, on a cassé ce canal-là et regardez bien cette baisse et cette sortie du canal. On va avancer beaucoup plus vite et regardez, sur le 30 ans américain, on a la même cassure. C'est étrange tout de même. Et sur le 10 ans américain, qui est la même chose, c'est-à-dire l'obligation du Trésor soit sur 30 ans, soit sur 10 ans, on a également la même cassure au même moment. Alors ces graphiques-là, le 30 ans ou le 10 ans, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur des obligations américaines à maturité, c'est-à-dire sur une durée de 30 ans ou sur une durée de 10 ans. En clair, vous prêtez aux États-Unis d'Amérique, vous lui faites un crédit soit sur 30 ans, soit sur 10 ans, soit sur 5 ans, 1 an. Enfin bon, il y a plein de maturités différentes, mais les deux maturités qui sont le plus regardées, le plus suivies sur un marché obligataire, c'est la maturité 30 ans et la maturité 10 ans. Quand la valeur moyenne de ces obligations baisse, ce que vous avez ici, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt montent. Pour ceux qui n'ont pas compris, je ne vais pas vous le refaire, vous avez une autre vidéo sur la chaîne insolentiae.tv sur c'est quoi un crack obligataire et comment ça marche les obligations. Donc ceux qui ne comprennent pas trop les mécanismes, reportez-vous à cette vidéo
où dedans j'explique exactement comment ça fonctionne, quelle est la logique de la baisse ou de la hausse des obligations, puisqu'en fait c'est une hausse inversée par rapport, c'est quand les taux montent, les obligations baissent, et quand les taux baissent, les obligations montent en valeur. Voilà. Donc tout ça, j'explique dans une vidéo dédiée, vous pourrez aller la regarder. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que cette cassure-là, que l'on retrouve sur les obligations 10 ans et 30 ans américaines, elle est liée à une hausse des taux. Quand les taux américains montent, eh bien, logiquement, l'or baisse. Pourquoi? Parce que dans les facteurs, nous allons le voir à la fin, dans les facteurs de hausse de l'or, vous allez retrouver évidemment la politique monétaire. Plus la politique monétaire est expansionniste, plus j'imprime de monnaie, et moins la monnaie vaut d'argent, plus l'or sert de valeur refuge et d'étalon pour la conservation de valeur, justement. Moins je fais de politique monétaire expansionniste et plus l'argent papier rapporte de l'argent, c'est-à-dire plus la valeur de monnaie est importante et plus la quantité de monnaie en circulation est faible, etc., plus ma monnaie s'apprécie, donc évidemment j'ai moins besoin de recourir à l'or pour protéger de la valeur. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on n'est pas cette baisse de l'or, cette sortie du canal haussier, elle n'est pas liée à des attaques fantasmagoriques. Il y en a, à des manipulations complotistes. Il y en a, rassurez-vous. Le marché de l'or est totalement opaque, y compris au niveau international. C'est intrinsèquement lié, évidemment, à cette hausse des taux d'intérêt. Et c'est normal qu'à un moment donné, avec les hausses de taux décidées par la Réserve fédérale, eh bien, on puisse se retrouver avec des moments un petit peu plus délicats ou inconfortables sur le métal jaune et sur l'or. Cela dit, il va falloir maîtriser votre inquiétude, votre stress, votre peur, hein, parce que sur le long terme, là ici vous avez la comparaison, alors c'est en anglais mais je vous le traduis, c'est la perte de pouvoir d'achat du dollar sur de 1720 à nos jours. D'accord ? Et le dollar, il a perdu quoi de 1720 à nos jours? Eh bien, il a perdu à peu près 99,9% de sa valeur. Et puis vous pouvez faire la même chose, alors pas sur l'euro, parce que l'euro, évidemment, est une monnaie qui est très jeune, 2001 dans votre porte-monnaie, mais si on prenait le franc, puis qu'on prenait l'euro, puis qu'on faisait un petit lissage de tout ça, on obtiendrait globalement exactement la même perte de pouvoir d'achat. Alors si ce n'est pas 99%, ce sera 98%, ou si ce n'est pas 98%, ce sera 97,9%, mais enfin globalement, on sera exactement dans le même ordre d'idées. Sachez que de manière économique, réelle et depuis la nuit des temps, la valeur de tout papier monnaie tend vers zéro avec le temps. Voilà, c'est une règle intangible, et cette règle, elle est évidemment très très simple à comprendre, c'est que les gouvernements et les États finissent toujours par recourir à la planche à billets. Et c'est vieux comme le monde. Sous l'Empire romain, on faisait aussi de la planche à billets. Alors à l'époque, il n'y avait pas de la planche à billets, il y avait une teneur d'or ou d'argent, donc une teneur de métaux précieux dans chaque pièce. Et il suffisait, on faisait une dévaluation comment? On faisait une dévaluation tout simplement en diminuant la teneur des métaux précieux dans chaque pièce. Bon, ça revenait au même. Donc si vous avez une pièce de 5 grammes d'or pur ou une pièce qui a toujours la même valeur faciale mais avec 0,2 grammes d'or dedans, ben évidemment, vous frappez beaucoup plus de pièces, mais elles n'ont pas du tout la même valeur. Quand bien même la valeur faciale est identique, la valeur réelle et intrinsèque sera différente. Et il faudra beaucoup plus de la pièce qui a moins d'or pour acheter exactement la même quantité de biens ou de choses. Donc c'est ça l'évolution du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, là, ici, quand on est dans les années 1800, ou quand on est ici dans les années 1930, et que vous voyez des grandes ruptures, ce sont des dévaluations qui sont liées à ce genre de décision. Et puis la dernière, c'était la fameuse décision de Roosevelt de dévaluer l'or par rapport au dollar. Donc voilà, donc le dollar, si vous voulez, son pouvoir d'achat, il tend vers zéro. Ça veut dire que de toute façon, sur le long terme, les monnaies fiduciaires ne sont de toute façon pas du tout une bonne manière de conserver de la valeur, donc du pouvoir d'achat. Je vous rappelle les 3 attributs d'une monnaie, c'est fondamental, n'oubliez jamais
les attributs d'une monnaie. Le premier attribut d'une monnaie, c'est d'être un instrument comptable. Donc ça a cours légal, on compte avec, on fait un bilan dedans, on établit les comptes de la nation avec cette monnaie, on présente tous les documents avec cette monnaie, etc. Donc c'est un instrument comptable. Le deuxième attribut d'une monnaie, c'est évidemment un instrument d'échange. Tout le monde va l'accepter et donc on va échanger son travail, ses biens, ses services contre cette monnaie. Elle est donc un instrument d'échange. Je vous dis ça par rapport au Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin n'est ni un instrument comptable, on ne fait pas un bilan en Bitcoin, on ne fait pas un document qu'on établit en Bitcoin, mais le Bitcoin n'est pas non plus un instrument d'échange dans la mesure où c'est très technique aujourd'hui, c'est compliqué, ça concerne qu'une petite frange de la population ultra geek, mais aujourd'hui, vous n'avez pas de Bitcoin dans votre porte-monnaie ou sur votre carte bleue. Donc ce n'est pas un instrument d'échange à proprement parler. Un instrument d'échange devant être considéré comme un instrument d'échange massif, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise, pas 5%, 2%, 3%, c'est tout le monde. Et donc tout le monde utilise aujourd'hui en France les euros, tout le monde a une carte bleue en euros, tout le monde a également un porte-monnaie avec des euros dedans. Et enfin, le troisième attribut d'une monnaie, c'est d'être capable de stocker de la valeur sur des périodes de temps qui sont longues. Je travaille aujourd'hui, je gagne de l'argent aujourd'hui, j'accumule de la valeur aujourd'hui que je dépenserai plus tard. Tout le système financier, tout le système d'épargne, tout notre système de retraite, etc., tout ça, c'est basé sur le fait que notre monnaie est capable de stocker de la valeur sur des temps longs. Si votre monnaie n'est pas capable d'assurer ce stockage de valeur sur des temps longs, votre monnaie ne vaut rien. Et nous avons donc manifestement un véritable problème sur la capacité de stockage de valeur de nos monnaies papier. Donc voilà de quoi relativiser les inquiétudes sur le comportement de l'or à long terme. Mais ce n'est pas tout. Sachez qu'en Inde, et c'est aussi quelque chose qui a participé de ce mouvement, depuis quelques jours, il y a une nouvelle taxe qui est en vigueur sur les achats d'or, et donc évidemment ça met le bazar, et donc il y a cet article de Reuters qui revient dessus, et qui dit que en plus les gens commencent à tout s'acheter au marché noir, donc bon, tout ça, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Les Indiens n'en sont pas à leur coup d'essai, ils nous avaient déjà supprimé un certain nombre de billets, mis un certain nombre de bazars dans leur économie, ça ne leur a pas suffi, ils continuent, ils finiront peut-être par comprendre comment marche l'économie. Et enfin, je voulais terminer sur les facteurs haussiers de l'or. Non pas pour vous rassurer, pour me rassurer ou pour nous rassurer. On n'a pas besoin d'être rassuré. Celui qui achète de l'or ou celui qui se positionne sur l'or doit savoir le faire de manière très, très convaincue, en sachant pourquoi il le fait. Et il le fait, et son action d'investir sur l'or repose sur une analyse économique fondamentale de la situation qui fait que de toute façon, nous savons tous que soit les taux d'intérêt augmentent beaucoup et de toute manière le système économique ira à l'insolvabilité, soit on fait juste un petit peu semblant d'augmenter les taux d'intérêt et la valeur de la monnaie, et donc on va passer un petit moment inconfortable peut-être sur le métal jaune, et puis voilà. Bon, mais ça ne change rien aux fondamentaux économiques, qui est que nous sommes surendettés, et que quand les économies mondiales sont surendettées, on ne peut pas augmenter les taux d'intérêt. On ne peut pas en tout cas les augmenter de manière réellement significative. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire baisser l'or de manière réellement significative. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas avoir de politique monétaire autre que expansionniste. Voilà. Donc, nous sommes condamnés à avoir des politiques monétaires expansionnistes, c'est-à-dire une impression monétaire, j'imprime des billets, et j'ai des taux bas. Alors, si les taux, on les remonte à 2%, à 1,5% ou à 2%, allez, même 2,5%, ça reste des taux extrêmement bas. Donc ça ne sera pas de nature à faire effondrer la valeur de l'or. Je rappelle que des taux d'intérêt un peu normaux, c'est 5-6%. Donc à 5 ou 6%, effectivement, il y aurait de quoi écraser les cours de l'or. Le problème, c'est qu'à 5 ou 6%, on va juste prendre l'exemple de la France, notre PIB c'est 2000 milliards d'euros et nous sommes à peu près endettés à hauteur de 100% de notre PIB. Donc nous avons à peu près 2000 milliards d'euros de dette. Mais nous avons un budget de 380 milliards d'euros chaque année. Alors maintenant, vous prenez 6% de taux d'intérêt. 6% de taux d'intérêt sur un montant de dette de 2000 milliards d'euros.
6 fois 2, 12, ça fait 120 milliards d'euros. Sachez juste que l'éducation nationale, qui est le plus gros budget de l'État, avec tous les collèges, les lycées, tous les professeurs qu'il faut payer, enfin bref, tout ça, 1,5 million de collaborateurs, de personnel, c'est pire que l'armée rouge. L'éducation nationale, qui est vraiment notre plus grosse institution, c'est 50 milliards d'euros de budget à l'année. 50 milliards d'euros de budget à l'année. Avec des taux d'intérêt à 6% à la dette que nous avons, nous devrions consacrer 120 milliards d'euros chaque année, non pas au remboursement de la dette, au paiement des intérêts. Donc, des taux d'intérêt élevés sont tout simplement impossibles, sinon c'est l'insolvabilité généralisée de l'ensemble des États et de l'ensemble des acteurs économiques qui sont tous totalement surendettés. Et si nous, ici en France, en tant que particuliers, que ménages, l'essentiel, nous sommes endettés à taux fixe, sachez qu'aux États-Unis, dans le reste du monde, les gens sont très généralement endettés à taux variable. Donc l'insolvabilité, ce n'est pas pour les États uniquement, c'est également pour les particuliers, pour les ménages et pour les entreprises qui sont très majoritairement dans le monde endettés, non pas à taux fixe comme c'est le cas en France, mais à taux variable, et ça partout dans le monde. Donc, évidemment, celui qui pense que la politique monétaire va devenir restrictive, que les taux vont monter, il n'a absolument aucun intérêt à acheter de l'or parce qu'évidemment, si c'est ce qui se produit, l'or va baisser considérablement. Moi, l'analyse économique que je fais, et qui n'est pas que la mienne, qui est relativement partagée, c'est que de toute façon, nous ne pourrons pas monter les taux d'intérêt extrêmement haut et que sans déclencher une récession absolument terrible et des problèmes financiers absolument terribles. Et si nous les déclenchons, de toute façon, ce sera la fin du système, l'explosion du système, voire son effondrement. Et donc, si on effondre le système, il ne restera que l'or. Donc, dans tous les cas, de toute façon, l'or est une bonne chose, soit parce que le système va vers son explosion et son insolvabilité parce que les taux vont monter trop haut, soit le système va vers son insolvabilité et son explosion à cause d'une forme d'hyperinflation liée à des politiques qui vont rester fondamentalement expansionnistes. Et à ce moment-là, de toute façon, l'or est bon également. Donc de toute façon, c'est juste, si vous voulez, une question de moment et de timing. C'est-à-dire, soit on peut, et c'est le cas depuis quelques années, on peut être loin des plus hauts, connaître des moments qui sont relativement inconfortables, mais sur le long terme, il y a peu de chances que l'or ne s'apprécie pas. Alors après, vous avez évidemment en facteur de soutien, vous avez la demande naturelle. Cette demande, c'est la demande de l'industrie, les bijoutiers, etc. Vous allez retrouver la demande indienne, mais vous allez également retrouver la demande du secteur financier avec les ETF, et puis avec les banques centrales qui, je vous le rappelle, sont devenues acheteuses nettes. Et enfin, le dernier élément de soutien, c'est évidemment les bruits de bottes, et là je pense en particulier au Qatar. Et je crois qu'on a une crise géopolitique absolument énorme en gestation dans la région du Golfe Persique, qu'on ne la comprend pas très peu, qu'on en parle très peu, qu'on perçoit encore mal le danger potentiel de ce qui s'y passe. Mais avoir une invasion du Qatar par l'Arabie Saoudite, comme nous avons eu une invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein en plein cœur de l'été d'un mois d'août, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas du tout forcément quelque chose d'aberrant, et ça pourrait tout à fait, alors là, nous faire exploser toutes les résistances, les canaux, tout ce qu'on veut, et nous ouvrir des perspectives de hausse très importantes. Parce qu'évidemment, ce serait une crise géopolitique absolument majeure. Donc les bruits de bottes sont également de fort soutien. Donc, on n'achète pas de l'or parce qu'on va spéculer sur une guerre au Qatar. On n'achète pas de l'or parce qu'on va spéculer sur le passage de telle ou telle résistance. Non. Celui qui met de l'or dans son patrimoine va en mettre uniquement parce qu'il a fait une analyse économique fondamentale. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez des convictions, alors de toute façon, on en parle, c'est passionnant, c'est intéressant, ça permet de décrypter, de mettre les choses un petit peu en rapport les unes avec les autres, mais fondamentalement, la seule et unique chose qui compte, c'est vos convictions qui reposent sur votre analyse économique. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'or. Merci pour votre attention.